14 mars, nous commémorions la journée du sommeil. Un sommeil qui peut nous jouer des tours. Un Français sur 3 serait victime de troubles du sommeil, d'insomnie, apnée, hypersomnie. D'ailleurs, on va faire un petit sondage. Alors, combien de personnes dorment mal dans la salle? Quelques-unes. Combien font de l'apnée du sommeil? À peu près les mêmes. Bon, alors pour en parler et peut-être un peu vous réveiller parce qu'il est un peu l'heure de la sieste aussi, nous avons deux invités, Jean-Guillaume Weber, médecin du sommeil à la clinique du Parc, et Nader Chebib, pneumologue au HPL, dont le centre du sommeil vient d'être référencé par la Société française de recherche et médecine du sommeil. Alors Jean-Guillaume Weber, pour commencer, est-ce qu'on peut, pour résumer, dire que l'apnée du sommeil est un arrêt répété de la respiration au cœur du sommeil? Alors, plus qu'un arrêt de la respiration, en fait, c'est un arrêt du flux respiratoire. Voilà, l'apnée. C'est un arrêt qui dure au moins 10 secondes du flux respiratoire pendant une phase de sommeil. Cet arrêt il peut être lié soit à une obstruction en fait, des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire que les tissus mous, la base de la langue, les muscles du cou retombent, se collabent en fait, au niveau des voies aériennes supérieures et empêchent l'air de passer. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une apnée obstructive. Ou alors, sinon, effectivement, ça peut être, comme vous le disiez, un arrêt de la respiration, c'est-à-dire les muscles respiratoires qui ne sont plus commandés par le cerveau pour fonctionner correctement, qui s'arrêtent de fonctionner. Dans ce cas-là, le flux s'arrête aussi, ça s'appelle une apnée centrale. Et à ces apnées, qui sont des arrêts complets de la respiration, enfin, du flux respiratoire, on joint souvent ce qu'on appelle des hypopnées, qui, elles, sont des limitations, des baisses du flux respiratoire, d'à peu près 30%, voilà, et qui ont des conséquences qui sont similaires aux apnées. Donc souvent on les groupe sous un même index qu'on appelle l'indice d'apnée-hypopnée. Et encore aujourd'hui, c'est l'indice qui sert de référence pour mettre en place après les traitements chez nos patients. Nader Chebib, est-ce que vous voyez d'autres choses à compléter? Est-ce que vous m'entendez? Je vais prendre ton micro, merci. Merci de l'invitation. J'aimerais juste rajouter un commentaire que la maladie des apnées du sommeil, c'est une maladie. Donc il doit y avoir aussi des symptômes couplés à cet index d'apnée-hypopnée pour qu'on puisse avoir une vision globale. Donc ce n'est pas qu'un chiffre, c'est aussi des symptômes qui viennent avec ce chiffre. Justement, alors, vous êtes pneumologue. Vous faites partie des spécialistes qu'on peut consulter pour avoir un diagnostic. Alors, quels sont les signes qui peuvent alerter? Est-ce que ce sont des ronflements, de la fatigue, des problèmes de concentration, des maux de tête? Qu'est-ce qui peut nous alerter? Effectivement, il y a plusieurs symptômes qui peuvent faire penser au syndrome d'apnée du sommeil. Les ronflements en font partie. C'est le témoin d'une gêne au passage de l'air dans les voies respiratoires. L'impression d'avoir un sommeil le lendemain qui n'est pas réparateur, qui n'est pas reposant. Des maux de tête, notamment le matin. Une fatigue la journée qu'on n'explique pas. Une somnolence, une envie de dormir, un besoin de dormir, de faire la sieste. On peut avoir des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur, une certaine attitude dépressive, sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Et paradoxalement, on peut avoir des fois des insomnies, des réveils en étouffant, des réveils suffocants. Tous ces symptômes, présents dont certains peuvent être absents, doivent nous faire alerter sur l'hypothèse d'un syndrome d'apnée du sommeil. Jean-Guillaume, est-ce que vous voyez d'autres manifestations? Alors, plus que d'autres manifestations, en fait, je voudrais enfoncer le clou sur justement ce que disait mon confrère là, sur la partie clinique. Effectivement, on recherche tous des symptômes d'apnée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, ces symptômes, ils sont très inconstants. C'est-à-dire que souvent, pendant très longtemps, on a assimilé l'apnée au ronflement. Et bien maintenant, on le sait, malheureusement, il y a des gens qui ronflent énormément et qui font très peu d'apnée, et d'autres qui vont faire beaucoup d'apnée et qui ne ronflent pas du tout. Donc c'est pas si simple que ça. La somnolence en journée aussi, on le sait à travers des études qui ont été faites sur ces 10 dernières années, c'est un symptôme qui n'est présent que dans 50% des cas. C'est-à-dire que quand on fait remplir des échelles spécialisées d'évaluation de la somnolence, malheureusement, même chez les patients qui sont très apnéiques, eh ben, c'est un symptôme qu'on ne retrouve pas toujours. Et ça rend justement le screening un peu de nos patients assez compliqué, à tel point qu'aujourd'hui, on essaye de trouver ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire qu'on essaie de regrouper des patients
par classe en fonction de leur caractère physiologique, de leur caractère physionomique, et afin de déterminer si certaines classes ne pourraient pas bénéficier d'enregistrement ou de dépistage systématique parce qu'elles seraient plus à risque que d'autres de faire de l'apnée. D'accord. Quels sont les examens qui aident à poser le diagnostic ou qui déterminent le diagnostic ? Alors le premier examen, ça reste effectivement l'examen clinique avec l'interrogatoire. On va recueillir quand même pas mal de données. Nous, ça commence dès la prise de contact avec le cabinet et le centre de sommeil, puisque toutes nos assistantes médicales, elles sont briefées, et déjà au téléphone, elles réunissent des éléments qu'elles vont nous mettre dans le dossier, ce qui fait que quand on va voir le patient, on aura déjà quelques informations en amont de la consultation. Après, on a des éléments qui sont subjectifs et des éléments qui sont objectifs pour évaluer la présence ou non d'apnée chez les patients. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans les événements subjectifs, on va avoir l'utilisation de scores, comme les scores de somnolence, les scores de fatigue. On va rechercher des diagnostics différentiels à l'apnée, comme la dépression, en utilisant aussi des scores de dépression. Et après, on va avoir des examens qui, eux, vont être beaucoup plus objectifs, qui sont les enregistrements du sommeil. Principalement, on en a deux actuellement qu'on utilise en France. On a la polygraphie ventilatoire ambulatoire. Donc ça, c'est un enregistrement assez simple du sommeil qui s'attache uniquement aux paramètres respiratoires qu'on peut réaliser à domicile et qui est recommandé lorsqu'on va chercher une apnée sévère chez un patient qui est très symptomatique et qui ne présente pas d'autres signes, d'autres pathologies du sommeil associées. Et lorsque cette polygraphie revient positive, et dans ce cas-là, le patient, effectivement, il va avoir bénéficié d'une prise en charge, dont on va parler juste après. Et lorsque le résultat de cette polygraphie il est négatif ou un peu douteux, à ce moment-là, on peut avoir recours à un autre enregistrement qui, lui, est plus précis, qui s'appelle la polysomnographie, qui est un enregistrement auquel on a recours en première intention quand on a des patients en face de nous qui sont susceptibles de faire d'autres pathologies aussi que l'apnée en parallèle. Par exemple, certains insomniaques, des gens qui vont avoir des mouvements de jambes la nuit, un syndrome des jambes sans repos, ce qu'on appelle des parasomnies, des cauchemars, du somnambulisme. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'interrogatoire et qui vont nous aiguiller sur le type d'examen qu'on va mettre en place. Et cette polysomnographie, elle est réalisée donc, de préférence dans un milieu hospitalier, en hospitalisation, en clinique ou hôpital, sur une ou deux nuits en fonction des indications et des besoins du patient. D'accord. Donc, une fois que le diagnostic est posé, cette apnée du sommeil est en général traitée avec une machine de ventilation à pression positive continue, sauf qu'il n'est pas toujours facile de s'habituer à ce masque. Alors, Nader Chehbi, parce que vous avez des conseils à dispenser, parce que je sais que c'est très compliqué pour les patients de le supporter. Effectivement, si on envisage un des traitements du syndrome d'apnée du sommeil, qui est une machine qu'on appelle une PPC, une pression positive continue, qui est une machine qui va pousser de l'air, pas de l'oxygène pur, de l'air, qui va partir dans un tuyau, le tuyau va venir sur un masque, le masque va venir sur le nez, sous le nez, sur le nez et la bouche, et cet air qui va venir en continu, il va ouvrir les voies aériennes, empêcher la gorge de se fermer et donc empêcher les apnées. C'est un des traitements qu'on utilise dans les formes sévères, c'est-à-dire plus de 30 apnées et hypopnées par heure, ou parfois entre 15 et 30 dans certaines situations précises. C'est un traitement qui est contraignant. Personne n'est né en sachant l'utiliser. Donc le premier conseil, c'est toujours dédramatiser et avoir de la patience. Quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, ça ne date pas d'hier, ça date depuis plusieurs mois ou années. Donc il n'y a pas d'urgence absolue, il ne faut pas stresser à être parfait dès le début. Donc il y a un facteur temps et patience. 2, il faut savoir identifier quel est le facteur qui gêne l'utilisation. Si c'est un problème de fuite, l'air fuit sur les côtés et me gêne, il faut essayer de trouver soit l'interface adaptée, mieux serré, par exemple. Si j'ai des douleurs au niveau du visage ou du nez, il faut moins serrer. Si j'ai un problème de ballonnement abdominal à cause de l'air qui rentre au niveau de l'estomac, on a des réglages de pression et d'autres réglages plus précis pour diminuer cet effet secondaire-là. Il faut aussi savoir que plus on utilise, plus les résultats sont meilleurs, plus l'efficacité est meilleure. Donc, adopter toujours une certaine régularité. De 2, avoir les bonnes habitudes du sommeil en général, indépendamment du traitement. C'est-à-dire
se coucher quand on a sommeil, essayer de se coucher et de se lever aux horaires réguliers, ne pas utiliser de stimulation la nuit avant de se coucher comme les écrans. Et toutes ces habitudes permettent petit à petit de s'adapter à la machine et surtout ne pas batailler tout seul. Il y a les représentants, les techniciens, les kinés, les infirmiers, des prestataires qui sont en général disponibles pour régler tous ces problèmes et le médecin qui suit le patient pour essayer d'adapter les différents réglages. Jean-Guillaume Weber, vous voyez d'autres conseils à donner pour supporter cette machine? Non, je rebondis sur ce que dit Nader, effectivement. C'est une question de temps, de patience. Il faut être dans de bonnes conditions aussi psychologiques pour pouvoir accepter le dispositif. Et comme il le soulignait, vous l'avez entendu, en fait, sur une machine de sommeil, ce qu'on appelle une PPC, il y a plein de réglages qu'on puisse faire. Pareil au niveau du matériel. Et ça, en fait, c'est ce qui est super important dans notre métier, c'est le suivi du patient. Parce qu'en fait, faire un diagnostic, c'est pas ça le plus compliqué. Faire un diagnostic, bon, on a fait des études, on sait lire des courbes, il n'y a pas de problème, on fait le diagnostic. Mettre en place la machine, ça non plus, on a des recommandations, donc on suit les recommandations. Par contre, réussir à maintenir un suivi du patient qui soit de qualité en réussissant à le revoir suffisamment fréquemment, nous au cabinet, pour pouvoir appréhender ses difficultés, essayer de l'accompagner, de lui faire des entretiens motivationnels, ou alors de voir les difficultés que peut rencontrer aussi le patient avec son prestataire à domicile, interagir avec le prestataire, c'est ça qui est extrêmement chronophage pour nous. Et vous le savez, tout ce qui est chronophage pour les médecins, c'est difficile à gérer. Donc la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est celle-là, surtout que des patients qui sont appareillés, malheureusement, enfin, il y en a de plus en plus. Et donc du coup, le problème du suivi est un problème auquel on est tous confrontés. Voilà, c'était surtout ça que j'aurais pu rajouter. Non, dites-moi. Donc d'autres traitements aujourd'hui commencent à être proposés. Bon, alors vous ne le proposez pas pour l'instant dans vos établissements, mais donc c'est l'opération. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça remplacera la machine? Alors nous, dans nos établissements, et je pense que d'ailleurs c'est pareil, on propose aussi des alternatives chirurgicales quand elles sont indiquées, hein, il n'y a pas de problème. Alors la chirurgie de l'apnée, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui ne veut rien dire. Il y a les chirurgies de l'apnée, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque spécialité, on a des solutions, souvent de seconde intention ou de troisième intention, pour traiter chirurgicalement les apnées. Par exemple, en chirurgie maxillofaciale, on a ce qu'on appelle les chirurgies d'avancement du maxillaire inférieur, où là, effectivement, par une chirurgie assez complexe, on avance le menton, on vient refixer via des plaques, et donc du coup, tout le paquet mou qui venait obstruer l'air, comme on le disait au début, est propulsé en avant, et donc du coup, ça libère le passage de l'air au fond de la gorge. Donc ça, c'est une chirurgie possible, voilà. Il y a d'autres chirurgies, par exemple chez les ORL. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les ORL, ils ont des techniques, notamment pour opérer les tissus mous, les amygdales au laser, qu'on n'avait pas il y a 10 ou 20 ans de ça. Et ça rend des choses possibles. Il y a certaines formes d'apnée, bon, qui sont assez rares, mais qui sont provoquées par un certain type d'amygdale sous-linguale, qui jusqu'à présent n'était pas accessible à une chirurgie facilement. Et grâce à la chirurgie laser, on arrive à réduire la taille de ces amygdales sublinguales, et donc du coup, on améliore le passage de l'air sur le fond de la gorge. Et là, plus récemment, maintenant, et c'est développé en partie au centre hospitalier universitaire Saint-Étienne, on a ce qu'on appelle des pacemakers linguaux, en fait, qui sont des petites piles qui se mettent sous la peau, qui sont reliées au nerf hypoglosse, qui est le nerf en fait qui maintient le tonus de la langue. Et cette pile est capable de détecter normalement quand vous faites une apnée ou pas. Et si vous faites une apnée, elle déclenche un signal qui fait se contracter la langue et du coup qui permet à l'air de repasser. Voilà. Donc ça, c'est des traitements qui sont actuellement en cours de fin d'essai. Là, ça commence à bien se développer. Pareil, il y a des indications, c'est pas de la première intention, c'est encore des traitements qui sont difficiles d'accès pour la population générale. Donc on a hâte de voir ce que ça va devenir effectivement dans les années à venir. D'accord. Nader Chelbib, en quoi il est important de se faire diagnostiquer? Parce qu'on sait que l'apnée du sommeil peut être associée à des risques. Alors quels sont-ils déjà? Il y a deux raisons pour rechercher un syndrome d'apnée du sommeil. Premièrement, quand on a des symptômes, on n'est pas bien, on a besoin de se sentir mieux. Donc quand on a un diagnostic, on a un traitement efficace. Quand on a un traitement efficace, tous les symptômes dont on a parlé vont s'améliorer. Ça, c'est le bénéfice à court terme. Il y a des effets à long terme. Quand on a un syndrome d'apnée du sommeil sévère,
non traités. La nuit, quand on a ces arrêts respiratoires ou ces diminutions respiratoires, on a une fluctuation, par exemple, du taux d'oxygène, pour être très simple, qui, à long terme, vont exciter le système cardiovasculaire, vont faire monter la tension, la fréquence cardiaque. Et il est prouvé par des études que quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, il existe un risque supplémentaire par rapport à la population générale d'avoir de l'hypertension artérielle, d'avoir de l'arythmie, de faire des infarctus du myocarde, des AVC, entre autres. Il n'y a pas que le mécanisme en lien avec l'oxygène, il y a beaucoup de perturbations hormonales également qui se passent la nuit quand on fait des apnées du sommeil. Il y a un surrisque de faire ce qu'on appelle de l'insulinorésistance, qui est un stade préalable au diabète. Donc tout ce beau monde mélangé favorise le risque cardiovasculaire. Donc le traitement peut aider à diminuer ce risque cardiovasculaire à très long terme, même s'il y a une certaine discordance dans les études. Il y a beaucoup d'études qui retrouvent une diminution des complications cardiovasculaires à long terme, surtout quand on a un syndrome d'apnée du sommeil sévère, surtout quand on a des symptômes, et surtout quand on utilise bien le traitement, et notamment la machine. Est-ce que le traitement, c'est un traitement à vie ? Alors ça va dépendre justement, tout à l'heure je vous parlais de phénotype de patients, de groupes de population de patients. Il y a des patients pour lesquels on peut traiter et on peut guérir de l'apnée. C'est-à-dire, par exemple, les patients qui vont avoir une énorme obésité, ils vont se faire opérer en chirurgie bariatrique, ils vont perdre 75 kilos. Et là, dans ces cas-là, souvent, on a une amélioration, effectivement, des apnées du sommeil, du confort la nuit, du confort la journée. On en revient aussi au suivi, parce qu'on sait aussi que c'est chez les patients-là, une fois qu'ils ont été opérés, une fois qu'ils ont une baisse de leurs apnées, des fois, 1 an à 2 ans après, on peut avoir des récidives aussi. Donc là, ça demande à ce qu'il y ait un suivi quand même qui ne soit pas lâché, et que le patient ne soit pas lâché dans la nature juste après son intervention. Donc c'est des patients qu'il faut revoir. Voilà. Et on a des apnées qui peuvent être provoquées aussi, qui peuvent être secondaires. Insuffisance cardiaque, des problèmes cérébraux et neurologiques. Donc si on arrive à traiter ces problèmes-là, on peut améliorer aussi les apnées. Et après, malheureusement, il y a toute une partie des apnées qui sont d'origine, très probablement, maintenant on le sait, génétique. C'est pour ça qu'effectivement, on a des patients qui sont très minces, qui n'ont pas de facteurs ou de critères prédisposants à faire de l'apnée et qui font des apnées importantes parce que malheureusement dans leur famille beaucoup de gens en font et on sait qu'il y a un caractère héréditaire à l'apnée. C'est vrai que pour ces patients-là, malheureusement, les solutions thérapeutiques qu'on met en place, elles sont à vie. Et comme le disait Nader tout à l'heure, en fait, l'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est comme la tension, c'est comme le diabète, c'est comme le cholestérol. Et tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, c'est des pathologies qu'on sait les équilibrer. C'est-à-dire que tant que vous prenez votre traitement pour la tension, votre tension elle va être basse, mais on ne sait pas les guérir. C'est-à-dire que le jour où vous arrêtez de prendre votre médicament pour la tension elle va remonter. Et bien l'apnée, c'est un peu pareil. Quand vous avez une apnée comme ça, souvent, encore plus si elle est héréditaire, et que vous arrêtez votre traitement, malheureusement, l'apnée va remonter. Et là, toute la discussion qu'on a avec nos patients en suivi, c'est justement, est-ce qu'on a des alternatives à proposer? Est-ce qu'on fait une pause? Si on fait une pause, est-ce qu'on revoit les patients? Au bout de combien de temps? Est-ce qu'on réévalue les apnées? C'est là qu'on rentre aussi dans l'éducation thérapeutique et dans l'accompagnement de ces patients-là. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type. Eh ben, on commence à voir émerger certains profils types en fonction justement de la physionomie, en fonction des pathologies associées, en fonction de la biologie, de certains paramètres biologiques. Mais pour le moment, on n'a rien encore dans les études qui soit sorti de suffisamment fixe pour dire tel groupe de patients, on enregistre tout le monde ou pas. Mais ça viendra. Donc là, c'est une question pour vous deux. Certains patients, justement, rechignent à se faire dépister, prétextant que c'est un phénomène de mode et qu'on parle que d'apnée du sommeil. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Pourquoi on en parle autant aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas? Premièrement, ce n'est pas un effet de mode. C'est une maladie connue depuis beaucoup d'années. Les avancées en médecine, heureusement, ça passe par la prévention, par l'information, par des campagnes publicitaires, par le dépistage. Plus on traite, plus on diagnostique tôt, mieux on traite les gens. Donc, l'effet de mode n'est pas réellement un effet de mode, c'est un effet combiné de tous les acteurs et des patients pour faire connaître cette maladie.
De deux, l'évolution dans la société occidentale fait qu'il y a déjà de plus en plus de personnes obèses ou en surpoids, donc de plus en plus de personnes ayant un risque de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, l'épidémiologie, c'est une maladie fréquente. L'augmentation du surpoids et de l'obésité, et puis une meilleure connaissance du dépistage, font en sorte qu'on cherche à diagnostiquer de plus en plus de gens, en sachant que quand on fait un examen et qu'on trouve un nombre d'apnées plus élevé que la normale, ce n'est pas forcément une indication de traitement. Avoir un syndrome d'apnée du sommeil, sur les chiffres, ne veut pas dire avoir une machine sur le nez. Il y a une prise en charge globale, dont le poids, et puis il y a d'autres types de traitements. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à répondre, vous? Oui, non, pareil. En fait, il n'y a pas d'effet de mode. Au contraire, c'est même plutôt une tendance de fond, puisque déjà, il y a les traités médicaux de la Renaissance, dans lesquels on parle des problèmes des troubles du sommeil en général et de l'apnée en particulier, dans lesquels, à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas de traitement de type PPC ou machine ou quoi que ce soit, mais on préconisait aux gens de dormir sur le côté plutôt que sur le dos, parce que déjà, à l'époque, certains médecins et chirurgiens, comme Ambroise Paré, avaient remarqué que quand les patients dormaient sur le dos, le sommeil était moins réparateur que lorsqu'ils dormaient sur le côté. Donc c'est quand même quelque chose qui est connu depuis très longtemps, effectivement. Attendez, je vous coupe. Donc il vaut mieux dormir sur le côté que sur le dos. Oui. D'accord. Surtout pour tout ce qui est apnée obstructive. D'accord, on récupère mieux. La gravité fait que, effectivement, les paquets des tissus mous ont tendance à plus facilement tomber lorsqu'on dort sur le dos, même sur le ventre, que si on dort sur le côté. D'accord. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on connaît quand même, c'est un phénomène qui est décrit depuis longtemps. Malheureusement, effectivement, jusqu'à assez récemment, on n'avait pas les moyens de le diagnostiquer facilement, de l'objectiver aussi facilement. Et il a fallu attendre, bien après la Renaissance, dans les années 1950, que certains chercheurs, donc en France, un Lyonnais, le docteur Jouvet, professeur Jouvet, et aux États-Unis, le professeur Azerinsky, fassent des études justement avec des capteurs neurologiques sur le sommeil et qu'ils aient la possibilité d'enregistrer en fait le sommeil de leurs patients. Et c'est à partir de là, effectivement, que tout a commencé et qu'on a vu que sur ces enregistrements, il y avait les enregistrements qui étaient normaux, des enregistrements qui étaient pathologiques. Et de là est venue la médecine du sommeil d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'effet de mode, c'est exactement l'inverse en fait. On a eu un problème, on a mis beaucoup de temps à comprendre d'où venait ce problème et encore plus à le traiter. Voilà. Maintenant, on y arrive et c'est pour ça qu'on a même créé une spécialité. En 2017 est paru au bulletin, au journal officiel, la création de la somnologie en tant que spécialité médicale à part entière. Donc vous voyez, il y a toute une histoire en fait de la médecine du sommeil, ce qu'on appelle une épistémiologie du sommeil, qui fait qu'on est bien loin d'un effet de mode. D'accord. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que même les enfants aussi sont touchés par l'apnée du sommeil. Alors malheureusement, oui, même les enfants sont touchés par l'apnée du sommeil. Heureusement, pareil, on a des méthodes de diagnostic maintenant qui sont de plus en plus performantes pour pouvoir enregistrer ces petits patients-là. Et chez l'enfant, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des groupes de la population qu'on peut guérir de l'apnée du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez l'adulte, il est complètement construit et sa croissance est terminée. Donc effectivement, à part lui scier la mâchoire et lui avancer la mâchoire, on ne peut pas faire grand-chose. Chez l'enfant, on peut accompagner le patient pendant sa croissance, alors en le traitant avec une machine comme chez l'adulte, ou des fois pas, juste avec un traitement ORL ou orthodontie, on va guider en fait la croissance de manière à supprimer effectivement ces apnées. Et ça, c'est des prises en charge qui marchent très très bien. À tel point que certains chercheurs américains, notamment un Français qui s'appelait le professeur Guilleminault, qui pour nous était un peu notre pape du sommeil à nous, voilà, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années seulement, qui pensait sur la fin de sa carrière qu'en fait l'apnée du sommeil de l'adulte était une pathologie de l'enfance qui n'avait pas été diagnostiquée et qui n'avait pas été prise en charge. Donc ça nous fait poser plein de questions justement sur le dépistage de ces petits patients qu'on rate encore plus facilement que les adultes, parce que déjà chez un adulte, on passe facilement à côté des symptômes et donc du coup du diagnostic. Chez l'enfant, c'est encore pire. Pourtant, on estime que je crois que c'est 5 à 8% des moins de 10 ans voilà, qui sont apnéiques et ça se traduit chez les enfants par d'autres types de symptômes,
plutôt de l'hyperactivité, des troubles du retard scolaire, de la fatigue effectivement aussi sur la journée, avec des enfants qui vont passer en on-off. Dès qu'ils vont se poser quelque part, ils vont se mettre en off. Dans la voiture, tout ça, ils s'endorment direct. Et dès qu'ils sortent, des vraies piles électriques, et ils vont être très rapidement étiquetés un peu hyperactifs, alors qu'en fait, pas besoin de Ritaline, c'est juste de l'apnée qu'il faut la traiter. Ouais. Voilà. Nader Chebib, est-ce que si un patient, par exemple, va utiliser son masque un jour sur deux, est-ce que le traitement est quand même efficace ou pas? Il sera efficace, mais moins. Comme mon collègue disait tout à l'heure, c'est des symptômes, on ne peut pas guérir. Donc quand je mets mon masque, je n'aurai plus d'apnée. Et d'ailleurs, les patients ils peuvent vérifier sur leur machine le résultat le lendemain, si ça les intéresse, pour voir combien d'apnées ils ont fait la nuit précédente. Si le lendemain ou le surlendemain, ils n'utilisent pas la machine, ou s'ils mettent un réglage très faible, par exemple, et qu'ils veulent voir, ils vont avoir des apnées. Donc, bien sûr, quand on utilise tous les jours, l'effet cumulatif est supérieur à quand on l'utilise de manière intermittente, puisque le bénéfice qu'on aura gagné, il sera perdu dans les jours qui suivent. D'accord. Très bien. On va peut-être passer la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bastien. J'arrive jusqu'à vous. Voici le micro. Vous avez parlé de masque uniquement. Est-ce qu'il est possible d'appareiller avec des lunettes, comme les lunettes à oxygène? Est-ce que c'est forcément un masque ou des lunettes nasales? Alors, il existe plusieurs types d'interfaces qui peuvent ressembler aux lunettes nasales qui sont utilisées pour l'oxygène. Ce qu'on appelle les embouts narinaires, ils seront de plus grosse taille que les lunettes à oxygène, mais ça rentre dans les deux narines et ça vient sous les narines. Et puis, il y a d'autres masques sous-narinaires qui viennent sous le nez avec une fente juste au-dessous des narines. On les appelle quand même des masques par facilité. Voilà, mais pour nous, c'est une des interfaces utilisables, effectivement, avec des avantages et des inconvénients selon le profil des gens. Très bien. Une autre question peut-être ici? Oui. Oui, bonjour. Au niveau de l'utilisation du masque, ça vient d'où de moi cette sensation de nez bouché la nuit qu'on est en train de s'étouffer, quoi? Alors ça peut venir de plein de choses. Déjà, effectivement, si la pression de la machine n'est pas assez haute, vous n'aurez pas suffisamment de pression pour bien vous ventiler, et du coup, vous aurez l'impression de manquer d'air, d'avoir comme un blocage au niveau de votre respiration, et ça n'aura rien à voir avec votre nez. L'autre chose, c'est que dans la machine, on peut adapter les réglages pour vous mettre ce qu'on appelle un humidificateur. On a un compartiment, on met de l'eau, ça sert à humidifier l'eau qui passe. Si l'air il est trop sec quand il arrive dans le nez, effectivement, là aussi, ça peut donner une impression d'avoir le nez qui va se sécher, se collaber, se boucher. Et même inversement, en fait, pour que vous puissiez respirer correctement, l'air que vous inspirez, même quand vous n'avez pas de masque et même quand vous respirez l'air ambiant, il est humidifié par l'organisme avant d'arriver dans les poumons. Et cette humidification de cet air inspiré, elle commence dès le nez. Si vous avez une machine qui vous envoie de l'air trop sec, votre nez il va beaucoup sécréter de mucus pour humidifier l'air qui arrive. Et ce qui fait que, par exemple, le matin, quand vous allez enlever votre machine, vous allez avoir le nez qui coule parce que le temps qui se reparamètre pour de l'air ambiant qui, lui, est plus chargé en humidité, et bien, du coup, pareil, le nez continue à être bouché et à couler. Donc, en fait, il y a pas mal de choses au niveau des réglages de la machine qui peuvent donner cette sensation d'avoir le nez bouché. Et puis après, sinon, il peut y avoir des raisons aussi complètement extérieures à la machine qui peuvent être anatomiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des déviations de la cloison nasale, qui ont des problèmes de polypes ou d'obstruction à l'intérieur de leur nez. Ben, c'est sûr que ces patients-là, quand ils vont prendre un masque qui est uniquement nasal, c'est-à-dire qu'ils ventilent uniquement par le nez, et ben, ils vont avoir du mal à respirer à travers le masque parce que déjà, de base, leur nez, il n'est pas perméable, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut proposer à des patients qui vraiment ne peuvent pas le supporter? C'est ce qu'on évoquait déjà plus ou moins tout à l'heure, hein, c'est que la prise en charge et le suivi du patient apnéique, il est multidisciplinaire, et qu'à partir du moment où on rencontre des difficultés de tolérance, et quand c'est comme ça, on adresse facilement un ORL pour avoir un bilan, regarder ce qui se passe. Des fois, on découvre des choses, des sinusites chroniques qui sont prises en charge, qui améliorent aussi le confort du patient sur la journée et sur la nuit, indépendamment de sa prise en charge de l'apnée. Très bien, une question, madame. Pour se faire tester, il vaut mieux être hospitalisé ou alors on vous donne l'appareil à la maison et c'est vous qui le branchez et donnez le tracé le lendemain ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a deux méthodes quand même. Effectivement. Donc il y a ce qu'on appelle la polygraphie, qui est un examen qu'on porte sur soi et qui est fait pour analyser la respiration la nuit. Et il y a la polysomnographie, qui est un examen plus complet qui analyse la respiration et le sommeil et les mouvements, ou les mouvements musculaires. Donc, la réponse à votre question va dépendre de ce qu'on cherche. Si la personne a uniquement des symptômes d'apnée du sommeil et qu'il n'y a pas d'autres maladies du sommeil suspectées, comme l'insomnie, les mouvements anormaux, l'épilepsie la nuit, les syndromes des jambes sans repos, etc., quand on ne suspecte pas ces autres maladies, on peut se contenter d'une polygraphie ventilatoire simple. Quand il faut chercher ces autres maladies, il vaut mieux faire une polysomnographie. Ces deux examens peuvent se faire à la maison, ils peuvent se faire dans un milieu hospitalier, dans un laboratoire de sommeil. Cela dépend de la préférence du patient, de 1. On dort mieux chez soi. Ça va dépendre de l'âge et de l'autonomie du patient. Pour brancher un appareil, il faut avoir un minimum de capacité motrice. Donc, quand la personne ne peut pas, c'est une infirmière qui va le faire au laboratoire du sommeil. Et puis, ça dépend aussi parfois des arguments logistiques. La personne qui vit à 2 heures de l'hôpital, parfois c'est plus facile de tout faire en milieu hospitalier. Des fois, c'est plus facile de le faire quand on habite juste à côté de la clinique. Donc il y a des raisons médicales et il y a des raisons plutôt personnelles, organisationnelles. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance pour cette thématique de l'apnée du sommeil ? Non. Il y a une question ici. Une question ici. Alors pendant que je me déplace, je vous pose aussi une question. On a pas mal de personnes qui, par peur d'avoir un diagnostic d'apnée du sommeil, refusent d'aller consulter, etc., en disant moi la machine, j'en veux pas, etc. Comment est-ce qu'on peut les convaincre de faire ce premier pas ? Bon, alors moi personnellement, j'ai toujours préféré savoir que pas savoir, mais ça c'est mon opinion très personnelle. Même si après derrière, c'est pas suivi d'une décision forcément thérapeutique, mais au moins ça permet aux gens, quand ils se font enregistrer, ils savent qu'ils font de l'apnée, même s'ils sont pas prêts psychologiquement à accepter le traitement, ça leur permet aussi d'avoir des éléments pour cheminer dans leur tête. Souvent, on les adresse, ces patients-là, à des psychologues, ils ont des suivis, une psychothérapie, ça les aide justement à prendre conscience de l'intérêt que ça a pour eux, cette démarche. Et puis il y a autre chose aussi, c'est ce qu'on disait, l'apnée du sommeil, c'est une toute petite partie des pathologies du sommeil. C'est-à-dire que les pathologies du sommeil, c'est un vaste monde, et quand on fait des consultations de sommeil, même sans forcément parler d'enregistrement, les patients, déjà d'eux-mêmes, ils vont pointer du doigt, je dors mal, je fais de l'insomnie, et déjà, rien que pour ça, il y a des traitements. Des traitements non médicamenteux d'ailleurs. Aujourd'hui, on est en 2025, le traitement de référence de l'insomnie, c'est pas le médicament, c'est la thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on appelle la rééducation de sommeil. Et ben du coup, justement, ces patients-là, quand ils viennent nous voir, qu'ils ont différents problèmes de sommeil, quand on commence à régler les autres problèmes de sommeil, ils voient qu'effectivement ça fonctionne, qu'ils commencent à mieux dormir, ils se rendent compte qu'effectivement il y a encore quelque chose dans leur sommeil qui ne va pas parce que ils n'ont pas réglé le problème de l'apnée, et de même souvent après ils viennent nous voir et nous disent là maintenant effectivement ça m'intéresse qu'on prenne en charge mes apnées. Mais ça peut être un processus finalement long et la prise en charge plus
Le plus tôt possible est le mieux, finalement. Alors la prise en charge le plus tôt possible est le mieux, mais après, mieux vaut tard que jamais. Aussi. C'est-à-dire qu'on a tous des exemples de patients qu'on a essayé de traiter et d'appareiller au tout début, chez qui ça n'a pas fonctionné. Et là, vous avez deux types de médecins. Vous avez un peu les médecins à l'ancienne qui vont un peu se braquer, qui vont essayer de les pousser, et voilà. Et vous avez un peu les nouvelles générations où on va leur dire, non, écoutez, ok, très bien, c'est que c'est pas le moment. Rentrez chez vous, on se revoit dans 6 mois, on en reparle. Et très souvent, en fait, au bout de 6 mois, 1 an, les patients, ils reviennent d'eux-mêmes. Et ils nous disent, oui, effectivement, non, mais là, il faut faire quelque chose parce que ça va pas du tout, la famille ne dorme plus, je ronfle trop, ou je me rends compte que je suis vraiment de plus en plus fatigué la journée, je ne cherche plus à rien. Et là, dans ce cas-là, ils sont dans de bonnes dispositions. Donc même si on perd 1 an, au final, c'est pas très grave. Très bien. Merci pour... monsieur, c'est vous qui aviez une question, allez-y. Oui, bonjour. Actuellement, moi, j'ai une orthèse. Est-ce que c'est aussi efficace que la machine ou est-ce que ça traite qu'un certain type d'apnée? Donc, les orthèses, pour expliquer à tout le monde, c'est un appareil dentaire qui est fait sur mesure pour avancer la mandibule, qui est la mâchoire inférieure, la nuit, quand on dort, pour augmenter l'espace au niveau de la gorge et éviter les apnées. Nous le prescrivons quand on a un syndrome d'apnée du sommeil modéré, c'est-à-dire entre 15 et 30 apnées par heure, ou parfois dans les formes sévères, plus de 30 apnées par heure, et quand le patient ne peut pas supporter la machine ou refuse la machine. Pour cela, il faut avoir une dentition en bon état. C'est efficace dans les syndromes d'apnée du sommeil modérés. C'est un peu moins efficace dans le syndrome d'apnée du sommeil sévère, puisqu'on ne peut pas avancer la mâchoire. Il y a une certaine limite anatomique. Et donc, contrairement à la machine où on peut jouer avec les réglages, monter et réduire les apnées, même quand on a plus de 100 apnées par heure, on peut tomber à moins de 5. Ce n'est pas possible avec l'orthèse. Voilà la réponse sur l'orthèse. Madame, juste derrière, et puis après on arrivera à la fin de ces questions. Oui, bonjour. Est-ce qu'il faut passer par le médecin traitant pour avoir une consultation? C'est mieux. Parce qu'en fait, votre médecin traitant, c'est lui qui connaît le mieux votre dossier. Il a les éléments, c'est vraiment la pierre angulaire de votre parcours de soins. C'est-à-dire que lui, il a les éléments de tous les intervenants à qui il a demandé d'intervenir dans votre dossier, qui lui ont fait des courriers. Et donc, en fonction de tout ça, ça l'aide dans sa prise de décision. Et il sait où est-ce qu'il doit vous adresser. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, à des praticiens qui vont faire peut-être de la polygraphie ventilatoire parce que c'est peut-être plus simple pour vous. Et du coup, lui, il connaît quelqu'un ou dans son cabinet, il a un médecin généraliste qui fait un petit peu de sommeil, il fait de la polygraphie ventilatoire, donc il y a un accès qui est facile. Ou alors, il va se dire, non, au vu de tout le dossier, neuro, cardio, tout ça, je préfère que vous soyez vu dans un laboratoire de sommeil, qu'il y ait des vrais enregistrements de polysomnographie qui soient faits pour qu'on voit ce qui se passe vraiment quand vous dormez. Et ça, c'est lui le premier à décider en fait et à voir ça. Et puis après, il y a une question aussi de relation que vous avez avec votre médecin traitant, qui normalement est une relation de confiance, et dans laquelle vous êtes censé lui parler un petit peu de ce que vous allez faire. Donc, nous, quand on a des patients qui viennent nous voir et qui viennent nous voir d'eux-mêmes, on les invite quand même à appeler au moins leur médecin traitant par élégance, voilà, pour les prévenir de leur démarche et afin de recueillir au moins leur avis. Voilà. Et après, d'un point de vue purement administratif et sécu, effectivement, c'est important de le dire, le fait que vous soyez hors parcours de soins, si jamais vous n'avez pas de courrier du médecin traitant, la sécu peut venir vous voir en vous disant que, comme c'était hors parcours de soins, c'est à vous de régler. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, messieurs, pour cette table ronde animée par Muriel Catalano, journaliste au Progrès, sur l'apnée du sommeil, une table ronde donc conjointe de vos deux établissements. On vous remercie pour ces précisions et puis on rappelle qu'on peut retrouver vos stands au salon supérieur.